Il y a cette dimension symbolique dans les agriculteurs qui va bien au-delà du Mercosur, et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ne comprennent pas ce qu'est la France, qui ne saisissent pas ce qu'est la France, cette souffrance-là, et qui après se réveillent trop tard, parce que ça fait des années qu'il faut parler à ce monde. Vous les entendez, vous entendez les souffrances, vous entendez les profils de ces gens-là, et ils ne sont pas entendus. Alors écoutons Yael Braun-Pivet, Eugénie Bastier, Rachel Kahn, Georges Fenech, André Valigny et Thomas Bonnet sont avec nous et je les salue. Écoutons Yael Braun-Pivet qui était sur BFM il y a quelques instants. Vous savez, quand on fait de la politique, on ne peut pas avoir peur des gens qu'on représente. On ne peut pas avoir peur des Français et des citoyens. Donc les citoyens viennent manifester devant l'Assemblée nationale. C'est qu'ils ont des choses à dire à la représentation nationale. Il est normal que la présidente que je suis aille à leur rencontre et essaye de discuter avec eux. Même quand ils sont énervés, même quand ils sont en colère. J'ai toujours été à la rencontre des Français, à la rencontre des syndicalistes. C'est comme ça que je conçois la vie politique. Mais c'est trop tard. Et puis c'est vrai que le changement de pied du président de la République sur ces sujets décrédibilise un peu plus la parole politique, Eugénie Bastier, parce qu'il leur a dit tout comme toujours et parfois son contraire. Quels sont les facteurs qui pourrissent la vie des agriculteurs aujourd'hui? C'est d'abord des normes étouffantes en France, notamment des normes environnementales. Et ça, c'est un choix de nos politiques depuis 20 ans, de surtransposer les normes européennes et de vouloir être plus royaliste que le roi, mais sauf qu'on est tout seul dans un monde où les gens n'ont pas les mêmes normes que nous, donc ça plombe notre compétitivité. C'est le libre-échange et l'ouverture à de la concurrence déloyale, deuxièmement. Et troisièmement, et notamment avec la guerre en Ukraine, il faut quand même, c'est un peu le sujet tabou, mais la guerre en Ukraine a quand même, et notamment l'ouverture du marché européen à l'agriculture ukrainienne a quand même eu un rôle non négligeable dans la détresse de nos agriculteurs. Alors c'est un choix politique, on peut dire on a besoin de soutenir l'Ukraine, mais n'empêche qu'aujourd'hui c'est une des raisons pour lesquelles ils sont dans la rue. Et ce traité de libre-échange, on ne peut pas avoir en même temps le libre-échange et des normes extrêmement imposantes. Il faut choisir l'un ou l'autre. Et aujourd'hui on a une classe politique qui est incapable de choisir. C'est un jeu de dupes, hein. C'est un jeu de dupes parce qu'en réalité on ne veut pas produire ici ce que l'on accepte ailleurs. Et moi, je pense vraiment au Dom-Tom et au Brésil et à la Guyane, parce qu'en réalité, ils ont le droit d'être en surproduction, en intensité agricole, de déforester la forêt, ce qui ensuite pollue nos plages dans les Dom-Tom, parce qu'en fait, leur production provoque les algues, sargasses, etc. Et en réalité, c'est un jeu de dupes parce que je pense que l'Europe est demandeur des produits brésiliens et du Mercosur. Et puis, ce qui est effectivement, Thomas Bonnet, je vais vous donner la parole, ce qui est terrible, c'est qu'on comprend qu'il ne signe pas pour calmer alors qu'il est pour. Donc, il y a une forme d'hypocrisie là-dedans pour moi, qui est je vous crucial. assure, la parole politique, elle en sort une nouvelle fois. C'est crucial ce que vous avez dit. En fait, on sait qu'Emmanuel Macron, il est bien sûr. Et pour tout vous dire, hier, on a eu un briefing avec l'Élysée. Les journalistes ont été briefés par l'Élysée. Et en fait, c'est ce qu'on a compris. C'est que, fondamentalement, ils sont plutôt en faveur des accords de libre-échange. Mais là, pour quelle raison il a signé contre? Il va signer contre. Parce qu'il y a un rejet politique et qu'il a peur de perdre son Premier ministre. Et il préfère perdre la face sur la scène européenne que de perdre son Premier ministre. Vous savez qu'il a quand même abandonné la réforme des retraites. Maintenant, il abandonne la politique européenne, je mets ça entre guillemets, mais pour garder le pouvoir, pour garder Sébastien Lecornu à Matignon. Ça commence à faire lourd et à faire cher. Mais ça montre l'absence de conviction tous azimuts d'Emmanuel Macron, qui n'est obsédé que par une chose, garder le pouvoir. Et c'est dommage. Oui, mais attendez. Oui, bien sûr qu'il le gardera, il reste un an. Mais il reste un an. C'est long. Non, c'est il reste un an, mais vous avez raison sur les retraites. Thomas Bonnet a raison. C'est quand même l'impuissance, la perte de souveraineté. Je veux dire, tous les candidats à la présidentielle de 2022 étaient contre le Mercosur et l'ont dit. Même Macron, même Emmanuel Macron. Après, il a dit qu'il allait renégocier, etc. On a un traité dont les Français ne veulent pas, dont les agriculteurs ne veulent pas. Et nous n'avons pas la force ni le poids. On va se le faire imposer par l'Union européenne. Il y a quand même un enjeu de souveraineté qui est aujourd'hui majeur. Et on a une Union européenne qui est un paquebot qui est incapable de s'adapter aux enjeux de notre époque. Ça fait 15 ans que ce traité est en discussion. Il est 25 ans, il est plus en adéquation avec les enjeux aujourd'hui de protectionnisme. Et l'Union européenne, comme est un paquebot conduit avec 28 capitaines, est incapable
se diriger et de s'adapter aux enjeux de l'époque. Parce qu'effectivement, c'est un traité qui parlait de la globalisation heureuse et on est revenu de ce monde de la globalisation heureuse. Écoutez, Laurent Tessier, parce que Laurent Tessier, ce matin sur l'antenne d'Europe 1 et à 6h15, à 7h20, et j'invite tout le monde à écouter régulièrement Laurent, parce qu'il fait un édito qui est toujours remarquable, où il souligne les prises de parole contradictoires d'Emmanuel Macron sur ce sujet depuis tant d'années. Écoutez. Nous avons assisté à une hypocrisie. Je pense à nos agriculteurs qui, ces dernières années, auront entendu Emmanuel Macron dire tout et son contraire. Le chef de l'État a déclaré hier soir que c'était un accord d'un autre âge négocié depuis trop longtemps, que le gain économique sera limité pour la croissance française. Pourtant, Emmanuel Macron a eu à plusieurs reprises un tout autre discours. Le 26 janvier 2018, conférence de presse à l'Élysée avec le président argentin Macri. Le cadre de cet accord est pertinent et doit être soutenu parce qu'il peut nous permettre d'aller vers une approche mutuellement bénéfique. La même année, le 22 février, dans un discours à la nouvelle génération agricole. Mais cet accord est bon pour de nombreuses filières agricoles, cet accord est bon pour l'économie française, nous devons donc le défendre et l'améliorer. On est loin des propos tenus hier soir, un accord d'un autre âge, un gain économique limité. Le 29 juin 2019, en conférence de presse du G20 à Osaka, que disait-il sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur? Et cet accord permettra d'ouvrir des marchés agricoles et industriels et de protéger nos indications géographiques. Mais ensuite, la colère agricole est montée, le ton a changé. Emmanuel Macron a été hué lors du salon de l'agriculture en février 2024. Plusieurs mois après, en novembre, en voyage en Argentine, le chef de l'État s'était exprimé pour calmer tout le monde avant des grandes manifestations. Ça fait 7 ans que je m'oppose à ce traité. Et j'en parle à nos agriculteurs les yeux dans les yeux. Est-ce que depuis que je suis président, je n'ai pas tenu mes engagements? Jamais. Et là, je vous le dis, ces garanties aujourd'hui, elles n'y sont pas sur le Mercosur. C'est pour ça que nous allons continuer de nous opposer. Franchement, c'est terrible. Je vous assure, moi, ça me fait de la peine. Hein. Je le dis sans arrêt, je n'ai pas vocation à critiquer le président de la République matin, midi et soir. Mais quand on voit, c'est des déflagrations sur la parole politique. C'est-à-dire qu'il dit tout et son contraire. Il dit, devant les agriculteurs, ça fait 7 ans que je m'oppose. Alors qu'avant, on l'entend dire que le traité est bon. Comment voulez-vous que ça marche? Moi, je crois qu'il vous assure, y a encore des portes de sortie, me semble-t-il. Si on veut éviter la chronique d'une mort annoncée, parce que c'est la mort d'une certaine agriculture, qui est annoncée par le Mercosur, faisons ce qu'avait fait le général de Gaulle en 1965, politique de la chaise vide. Et j'arrête la contribution au budget européen. Mais oui, on bloque les institutions. Ça n'arrivera pas. Oui, mais c'est possible de le faire. Mais ça avait été fait en 1965. Plutôt que faire ça, que les LR, que ce gouvernement soit censuré. Voilà. Les LR, j'ai vu que le Rassemblement national avait déposé une motion de censure, que les LR censurent. Mais eux-mêmes, ils ont tellement peur de perdre leur petit siège, les petits intérêts. C'est ça. Comme toute cette classe politique aujourd'hui, elle se tient la barbichette, elle se tient par la barbichette, parce qu'effectivement, les petits intérêts personnels sont plus importants. Écoutez, on en est là. On en est là. Alors, voyez le sujet de Vincent Farandez. Le paradoxe, c'est qu'il... Là où, en plus, on peut entendre ce que disait Emmanuel Macron, c'est qu'il y avait peut-être des choses positives dans ce Mercosur, et certains le disent d'ailleurs. Beaucoup. Mais aujourd'hui, on ne peut même plus... La parole est tellement décrédibilisée, la parole politique, c'est que même quand il y a des choses positives, on ne veut plus les entendre parce qu'en fait, on ne les croit plus. On ne les croit plus. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de pire dans une démocratie, quand tu ne crois plus en tes dirigeants. Écoutez le sujet de Vincent Farandez. Ursula von der Leyen devrait obtenir le feu vert des 27 aujourd'hui pour signer l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Parmi les pays qui ont annoncé ou devraient voter pour le traité de libre-échange, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal et l'Italie, qui a finalement revu sa position. En décembre dernier, la Commission européenne annonçait le report du vote. Rome avait alors exprimé ses doutes sur l'accord. Mais hier, revirement de situation, le ministre italien des Affaires étrangères a quasiment donné son feu vert. Nous avons toujours soutenu la conclusion de cet accord, en insistant sur la nécessité de prendre dûment en compte les préoccupations légitimes du secteur agricole. L'accord Union européenne-Mercosur offre d'énormes avantages et un potentiel considérable. Mais certains pays ne voteront pas l'accord, comme la Hongrie, la Pologne, l'Irlande et la France. Emmanuel Macron s'est expliqué hier.
La France est favorable au commerce international, mais l'accord Union européenne-Mercosur, c'est un accord d'un autre âge, négocié depuis trop longtemps sur des bases trop anciennes. Il ne justifie pas d'exposer des filières agricoles sensibles et essentielles à notre souveraineté alimentaire. Insuffisant néanmoins pour empêcher la signature. Elle devrait avoir lieu lundi au Paraguay et ainsi mettre fin à 25 ans de négociations. Avant de donner la parole à André Valigny, Benjamin Haddad, qui est le ministre chargé de l'Europe, était ce matin sur TF1. Écoutons-le. Fidèle à sa tradition agricole et à la protection de ses intérêts agricoles et ses souverainetés alimentaires, la France dira non au Mercosur. C'est une position qui est isolée en Europe. Et puis, la vérité, c'est que ces derniers mois, on a travaillé, on s'est mobilisé avec nos partenaires pour entamer un bras de fer avec la Commission, précisément pour protéger nos agriculteurs. Parce qu'on aurait pu avoir un passage en force sans clause de sauvegarde pour protéger face à les importations qui déstabilisent les filières, sans réciprocité sur les normes, avec une PAC amputée de 20%, avec des prix des engrais qui augmentent. Et grâce à la mobilisation de la France avec nos partenaires, on a pu obtenir toutes ces avancées. Fidèle à ses engagements, qui dit c'est vraiment du cirque. Je vous assure. Que j'aurais employé pour parler de la position de la France. C'est vraiment du cirque. Vraiment, c'est comment dire, c'est un ratage complet. C'est un ratage avant, pendant, après. C'est un ratage complet. Donc voilà, c'est zéro pointé. Ils perdent sur les deux tableaux parce que évidemment André Valigny. Le gouvernement se met à dos une partie des agriculteurs, pas tous les agriculteurs, parce que certains vont profiter du Mercosur, c'est dans le Figaro de ce matin, notamment la filière viticole, les vins et spiritueux. Oui, globalement, le Mercosur va profiter énormément à l'économie européenne et notamment française. Tout le patronat le sait, le dit, le MEDEF l'attend, Bernard Arnault. Enfin bref, c'est un traité de libre-échange qui va nous permettre d'accéder à des marchés nouveaux au moment où la concurrence chinoise est de plus en plus vive. Donc le Mercosur est un bon marché de libre-échange, sauf qu'il va faire souffrir une filière particulière, celle de l'élevage. Et encore, d'après ce que j'ai lu encore hier, on va importer du Mercosur, d'Amérique du Sud, 1,5% de la consommation bovine de l'Europe. 1,5%. Seulement, évidemment, le traumatisme psychologique chez les éleveurs est terrible. Non, mais je suis d'accord. Eugénie Bastier. L'ouverture du marché à l'Ukraine a beaucoup plus déstabilisé le marché que le fera le Mercosur. C'est un ensemble, vous avez raison. Mais Pascal, juste, moi je voudrais souligner, on souligne les allers-retours d'Emmanuel Macron, mais il y a une partie aussi qui est dans un parti qui est dans l'hypocrisie la plus manifeste, c'est la gauche et l'extrême gauche. J'ai vu Madame Aurélie Trouvé hier au chevet de la coordination rurale et des agriculteurs, alors que la France insoumise a fait capoter la loi Duplon, a fait campagne contre la loi Duplon qui était là pour aider les agriculteurs, qui veulent toujours plus de normes environnementales, qu'ils étaient à Sainte-Soline, qu'ils ont propagé la pétition contre le rétablissement de l'acétamipride. Donc c'est vraiment une hypocrisie totale. C'est-à-dire qu'ils vont sur le chevet des gens qui sont en train de tuer et d'achever. D'ailleurs, je ne comprends même pas comment la coordination rurale a accepté de les recevoir, parce que ce sont vraiment... C'est vraiment eux qui sont complices. Vous avez parfaitement raison que, d'abord, il y a un mépris de l'espace médiatique pour les paysans. C'est toujours pareil, parce que c'est la France d'avant. Pas tout l'espace médiatique. Mais c'est la France d'avant. On les prend pour des ringards, pour des ploucs. C'est des petits blancs. Voilà, c'est ça la réalité. Vous le savez bien, cet espace médiatique. Et on les caricature. C'est les gens qui meurent, c'est la France qui s'écroule, c'est la France d'hier, etc. On ne veut plus voir cela dans l'espace médiatique. C'est les beaufs. Donc, ils ne sont... Et effectivement, vous avez les bobos des villes qui demandent toujours plus de normes, qui n'ont jamais vu un arbre de leur vie, d'ailleurs, qui sont écologistes de manière théorique, parce que les vrais écologistes, c'est effectivement les paysans. Ben oui. Bien sûr. C'est eux qui sont au contact de la nature et qui la défendent beaucoup mieux que ces bobos des villes qui se baladent en vélo cargo à Paris. Donc on connaît ça, on sait bien. C'est un gâchis. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une terre fertile, une terre qui donne. Et cette terre, c'est pas simplement un décor. Et c'est ça, en fait, que les politiques n'ont pas compris. En tout cas, je remarque que le socialiste que vous êtes se fait le chantre du libre-échange. Donc il y a des conversions, tout est possible. Il y a eu Paul Claudel un jour à Notre-Dame, mais il y a vous le également. Le libre-échange est toujours positif pour l'économie, à condition que ce soit dans des conditions équitables et qu'on n'importe pas des produits dont on ne veut pas. Moi, je veux vous rappeler un historique. C'est celui du CETA, CETA. C'était un traité de libre-échange avec le Canada. À l'époque, j'étais au gouvernement, je le défendais à l'Assemblée et au Sénat.
MENA. C'était pas facile. Tout le monde criait, tout le monde avait peur du CETA. Aujourd'hui, 10 ans après, tout le monde dit que le CETA a énormément profité à la France et à l'Europe. Mais je souligne simplement que le socialiste que vous êtes Et l'est-il toujours? Je suis un socialiste réaliste, réformiste. Socialiste, réaliste, à mon avis, c'est un oxymore, si vous me permettez. Ce sont deux mots qui ne vont pas forcément ensemble. Parce qu'un socialiste réaliste, ça devient ou un gaulliste ou un libéral. Pour moi, c'est une contraction de social et réaliste. Ah oui. Socialiste. Ah bon, oui. Social oui, alors ça, c'est votre définition social personnelle. réaliste. Mais bon, c'est pas... Bon, vous souriez vous-même. Vous n'y croyez même pas vous-même. Si, bien sûr que j'y crois. Bien sûr que j'y crois. Bon. C'est des produits qu'on veut, en fait. C'est pas des produits qu'on ne veut pas. C'est un jeu de dupes. Talensac. Est-ce que vous connaissez Talensac? C'est un marché très célèbre à Nantes. Le marché de Talensac, tout près de l'église Saint-Similien. Eh bien, figurez-vous que Jean-Michel Decaze est allé sur les marchés pour voir les consommateurs. Parce que parfois, effectivement, ça coûte un peu plus cher d'acheter des produits de qualité. Voyez ce sujet à Nantes, dans le célèbre marché de Talensac. Sur le marché de Talensac à Nantes, les produits locaux, les légumes en provenance de toute la France, comme ces pommes de terre du Touquet, côtoient ceux qui arrivent de très loin, comme les haricots du Kenya par exemple. La plupart des acheteurs affirment qu'ils préfèrent choisir français pour la qualité et pour défendre les agriculteurs du pays. J'essaye de privilégier les agriculteurs sur le marché essentiellement. Pourquoi ? D'abord pour les faire vivre, parce que c'est notre économie, c'est notre pays. J'ai l'impression que l'agriculture, elle souffre en ce moment. Des avis sincères, mais selon les vendeurs, ils ne reflètent pas la majorité des achats. Ouais, il faut défendre le produit français, c'est au niveau du prix que ça va être compliqué. En fait, tout ça, c'est au niveau de l'argent. À quelques mètres du marché, la coordination rurale manifeste contre le Mercosur devant la préfecture. Les paysans confirment bien qu'ils ont le soutien des Français dans les manifestations, mais pas dans le porte-monnaie. On a vécu l'épisode Covid. Les gens se sont réorientés vers des circuits courts. Et une fois la maladie apaisée, passée, les gens sont retournés à leurs vieilles habitudes. Le président de la coordination rurale de Loire-Atlantique précise, je cite, qu'il sait bien que pour beaucoup de consommateurs, les fins de mois sont difficiles. Alors je salue Stéphane Lelièvre dans le sud de la France qui est un restaurateur qui a beaucoup d'établissements et qui me dit pour apporter au débat, moi avec mes établissements, je vais dorénavant prendre uniquement de la viande française. Il y a peut-être un message à faire passer dans ce sens-là pour les soutenir, c'est acheter ce qu'ils produisent. Ça effectivement c'est aussi aux restaurateurs mais c'est peut-être plus cher et c'est ça qui est difficile. Le président d'un grand hypermarché a dit la même chose ce matin, il a dit on n'achètera pas de viande qui vient d'Amérique du Sud. Eh ben, écoutez, c'est aussi aux responsabilités de ceux qui ont les possibilités d'acheter. Après, il faut dire, c'est qu'il y a une question de prix. Enfin, il faut aussi le dire. La qualité, ça se paye. Là, on a vu, c'est un marché, c'est des gens qui font déjà un effort pour aller acheter local, etc. Et c'est très bien, il faut le soutenir. Mais il y a aussi des personnes qui, malheureusement, sont à l'euro près. Le problème aussi, c'est ce que disait Jérôme Fourquet dans une note qu'il avait fait pour l'IFOP. Il parlait du stato-consumérisme. C'est-à-dire qu'en France, on a une économie qui est tournée uniquement vers le consommateur et on protège peu nos producteurs. Il va falloir faire un choix dans les années qui viennent, c'est-à-dire est-ce qu'on veut protéger à tout prix le consommateur et le pouvoir d'achat au détriment des producteurs et donc toujours plus de libre-échange et de prix tirés vers le bas, ou est-ce qu'on va commencer à protéger nos producteurs, ce qui va impliquer peut-être une inflation? C'est ce que fait Trump aux États-Unis. Alors, on a vu les forces de l'ordre très présentes face aux agriculteurs, et puis en parallèle, vous me direz qu'il n'y a pas de rapport, mais ce qui se passe à Marseille est quand même terrifiant. Oui. Il y a Orange qui a un site, et Orange va être obligé de déménager, parce que les forces de l'ordre, là, on ne les met pas devant le site d'Orange pour protéger contre le narcotrafiquant. Alors, on va nous dire, il n'y a pas de rapport entre les deux. Certes, mais les gens, ils le voient quand même, le rapport. Ils voient qu'on est fort avec les faibles avec les forts. Vous allez voir ce qui se passe à Marseille, c'est délirant. C'est délirant. C'est-à-dire que vous avez un site Orange qui dit, nous, on s'en va, en fait. Les narcotrafiquants vont gagner. Ils ont gagné. Mais il devrait y avoir des militaires devant le site d'Orange tous les jours. Tous les jours, parce que faut protéger, effectivement. Mais il devrait être en permanence. Le président de la République devrait symboliquement, parce que je pense qu'il ne perçoit pas les symboles. Ce qui se passe à Marseille avec le site d'Orange, le président de la République est allé 25 fois à Marseille. Hein. Vous avez donc, c'est sa ville test, c'est sa ville. Vous allez voir le sujet, je trouve que c'est extraordinaire. Le nom du stade à Marseille, c'est Orange Vélodrome. Oui, regardez le sujet de Michael Dos Santos, ce qui dit tout de notre pays.
Ce qui dit tout de notre pays. Ça rappelle l'histoire de l'école qui avait dû déménager. Bien sûr. Une école, c'est encore pire. Mais je répète que le président de la République, qui est le chef des armées, devrait dire on met des militaires matin, midi et soir devant. La police. Mais oui, mais la police, vous avez sans doute pas les effectifs. Les militaires, malheureusement, c'est pas leur rôle non plus. Mais alors Orange s'en va. Non, mais c'est jamais le rôle de personne. En fait, comme on prend aucune décision de la police. Alors voyez-le. Protéger Orange, mais on envoie nos soldats en Ukraine. Voilà, on n'a pas encore envoyé. Mais vous avez parfaitement raison. Bonne remarque. On n'est pas capable de protéger Orange et on envoie les gosses en Ukraine. Bon, alors voyez le sujet de Michael Dos Santos. Sur cette fenêtre, un impact de balle de plusieurs centimètres. Derrière, les bureaux de l'opérateur Orange à Marseille. Personne ne se trouvait sur le site au moment des tirs. Les faits ont eu lieu en dehors des heures de travail. Il y a 2 salles qui ont été touchées, 2 fenêtres en rez-de-chaussée et une fenêtre au 2e étage. La peur était palpable quand on est arrivé lundi matin. C'est pas que les salariés qui ont peur, c'est les familles, c'est tout l'entourage. Pour assurer la sécurité du personnel, Orange a fermé hier temporairement son site. Les 1200 collaborateurs doivent se rendre dans d'autres locaux ou télétravailler. Une décision jugée tardive par ce salarié, surpris également par l'attitude des dirigeants. L'entreprise a mis 2 jours et demi avant de réagir. On nous a quand même sorti lundi matin que c'était la manière habituelle de fêter le réveillon à Marseille. Pour le moment, l'enquête est en cours. Ces tirs pourraient néanmoins être liés à des règlements de compte sous fond de narcotrafic. On a plusieurs points de stupéfiants et que c'est des points de stupéfiants relativement juteux car on est au bord effectivement d'axes routiers et de métro qui permettent de façon conséquente l'arrivée de consommateurs. En novembre dernier, l'entreprise avait déjà fermé le site pendant une quinzaine de jours. Les syndicats avaient dénoncé des bagarres et une emprise du narcotrafic sur le quartier. Aujourd'hui, ils exigent un déménagement définitif. On marque une